Lizzie présente La fabrique du mensonge criminel par Philippe Godin. Lu par l'auteur. À mon père, à ma mère. Avant-propos, la vérité du mensonge. Marc ne sait plus comment faire pour apaiser la tristesse de sa femme. Depuis plusieurs semaines, il se bat sans relâche pour retrouver son beau-fils, Antoine, âgé de 15 ans, et né du premier mariage de son épouse. Un après-midi de janvier, il s'est volatilisé. Marc imprime des affiches, organise des battues, mobilise les médias, mais rien n'y fait. Son beau-fils demeure introuvable. Cécile, de son côté, a aussi connu ces étapes. Dévastée, elle a laissé couler ses larmes devant les caméras réunies face au commissariat où elle a signalé la disparition de sa petite Fiona, 5 ans à peine. L'enfant s'est envolé en quelques minutes dans un bois que sa mère connaît pourtant par cœur. Elle est bien sûr effondrée, folle de douleur et d'incompréhension. Deux sentiments que David a lus dans les yeux de Natacha et Margot. Les deux jeunes filles cherchent sans relâche le coupable de l'assassinat particulièrement monstrueux de leurs parents. Qui a bien pu s'acharner sur eux avec une telle violence à la veille de Noël ? Ça fait bizarre à lâcher David, ce voisin tranquille devant les journalistes. Marc, Cécile, David ont un point commun. Ils figurent sur la longue liste des criminels menteurs. Car tous trois ont tué et tous trois ont menti. Un mensonge devenu aussi cruel que leur crime, car exposé au monde entier et nourri des mois durant sans relâche. Ces criminels ont multiplié les apparitions médiatiques, se sont insérés dans la vie associative de leur commune. Certains sont même devenus des modèles. Les Français ont admiré leur courage, leur dignité face à l'horreur, se sont projetés dans leur chagrin et dans leur deuil. Mais cette compassion n'a eu qu'un seul effet: pousser ces criminels à mentir encore davantage, à entretenir, voire à perfectionner leurs mensonges. Si l'on pouvait disséquer le mensonge criminel, il en irait comme d'un corps couché sur la table d'un institut médico-légal. Sa taille, son exposition, sa décomposition disent beaucoup des intentions qui l'ont produit, de la manière dont il a été entretenu. Comme le légiste se réfère à son manuel de médecine légale, le comportementaliste, l'expert psychiatre, l'avocat ou le journaliste consulte la littérature judiciaire à la recherche des archétypes du mensonge. Car le mensonge obéit à des logiques, à des usages, à des schémas. Il naît souvent d'un réflexe primitif. Comme un enfant pris en faute, le criminel nie. Il repousse l'horreur de ce qu'il vient de commettre. En niant la réalité de cette horreur, il s'octroie un peu de répit. Mais pour combien de temps ? En son fort intérieur, le criminel lambda est vite rattrapé par les remords. Il finit par avouer ou bien laisse involontairement derrière lui tant d'indices qu'il sait que tôt ou tard, il devra parler. Mais il existe une catégorie de criminels plus sournois, plus pervers. Ceux-là s'accommodent de leur conscience tourmentée et parfois vouent un culte au mensonge. Chez eux, le mensonge devient une divinité, un refuge, un projet de vie. Il rédempte et recompose l'identité. Après avoir tué son épouse Alexia, Jonathan Daval avait deux options: tout perdre et finir en prison, ou conserver l'amour inconditionnel de ses beaux-parents. Il a choisi de s'abandonner au mensonge. Il s'y est dévoué corps et âme. Pour sauver sa place dans le monde, il a préféré être dévoré par sa propre fiction. Si le mensonge est un dieu à vénérer, c'est aussi parce qu'il protège. Rien n'est plus rassurant pour un criminel que d'être au centre de la compassion collective. Quelle preuve d'innocence plus convaincante qu'un appel à l'aide au micro, face caméra ? Qui pourrait soupçonner une mère en larmes d'une responsabilité dans la disparition de sa fille ? Qui imaginerait qu'un beau-père, organisateur de battues et imprimeur d'affiches,
passe ses soirées à recouvrir de parpaings le corps de l'adolescent qu'il a tué. Pour d'autres, le mensonge devient un outil stratégique, un instrument de leur longévité criminelle. Les tueurs en série en savent quelque chose. Plus ils mentent, plus ils gagnent du temps, plus ils se construisent une identité parallèle. Dino Scala, le violeur de la Sambre, expliquait à sa femme qu'il partait travailler tôt pour gagner plus d'argent. Il a sévi plus de 30 ans et a violé plus de 50 femmes. Il était pourtant, en apparence, un père de famille exemplaire. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.